Alors, bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 8e rendez-vous PEPS-vous de Savoir Patient, le dernier de l'année 2021. Alors, pour rappel des objectifs, c'est d'avoir un temps d'échange de 1 heure et demie pour avoir des retours d'expérience sur des pratiques terrain de partenariat en santé, euh, avoir des retours des personnes qui écoutent et pouvoir ensemble échanger, questionner, élaborer autour du partenariat en santé. Donc aujourd'hui, nous sommes 3 personnes ressources de Savoir Patient pour les soutiens techniques. Donc, je suis Fabienne Ragagir, je suis une des cofondatrices de Savoir Patient et je travaille en partenariat essentiellement en ETP, en formation et en innovation avec une autre des co-animatrices qui est Carole Decache, à qui je laisse la parole. Merci Fabienne. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Carole Decache, je suis psychologue clinicienne de formation. J'ai travaillé beaucoup sur l'animation de groupe et la construction aussi de programmes en éducation thérapeutique du patient. J'ai fait un doctorat en santé publique au laboratoire éducation et pratique de santé, où j'ai rencontré Fabienne. Et c'est vrai qu'à partir de là, voilà, je travaille beaucoup en collaboration autour aussi de la formation, de l'innovation technologique et de la recherche en éducation thérapeutique du patient. Claire. Bonjour à tous, je suis Claire Hédon, membre de Savoir Patient et moi je suis animatrice, formatrice occasionnelle formée en ETP et je suis également, je travaille en micro-entreprise sur des projets avec l'ARS et France Asso Santé. Bienvenue à tous. Voilà, donc comment va se passer cette session? Comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va commencer par les partages d'expérience. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir 2 personnes, Julie Esbert de Lyon et Stéphanie Cesarvo de Lyon aussi, qui se présenteront elles-mêmes, puisqu'elles vont nous partager leur parcours d'engagement en santé, en partenariat, et on pourra échanger sur ce sujet. Donc l'idée, c'est que pendant la première demi-heure, c'est d'éteindre vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les bruits de fond. Pendant que les personnes partagent leur expérience, vous pouvez, si vous le souhaitez, noter des questions dans le chat ou vous les noter sur un coin de table pour que ensuite, pendant la suite du rendez-vous PEPS, on puisse passer la parole aux uns et aux autres pour partager de façon toujours bien sûr respectueuse, bienveillante et en restant à l'écoute des autres. La séance est enregistrée, du coup, si vous ne souhaitez pas apparaître, il vous suffit d'éteindre votre vidéo et de mettre un pseudo si vous souhaitez rester anonyme. Voilà, donc du coup, sans plus tarder, je vais laisser la main. Alors, on a fait pouf-pouf. Et aujourd'hui, c'est Stéphanie Spataro qui va commencer. Donc, merci Julie et Stéphanie. Et je laisse la main à Stéphanie pour commencer et à Carole pour animer, faire la gestion du temps. Hop. Alors, Stéphanie, on ne t'entend pas peut-être. Alors, bonjour à tous. C'est bon là? Vous m'entendez? Bon. Oui, c'est bon, merci. Donc, moi, je suis Stéphanie Spataro. Je suis patiente conseil salariée d'un établissement de santé. Je suis membre de l'équipe qualité et personne en charge de la relation avec les usagers. Alors, pourquoi patiente? Je peux mettre la deuxième diapo. Patiente parce que du coup, j'ai une maladie rénale chronique. Donc, pour résumer, mes 15 premières années, c'était uniquement du suivi dans le parcours de la maladie chronique, rénale chronique. Après, j'ai condensé, c'est 12 ans d'hémodialyse. C'est un traitement, l'hémodialyse, pour ceux qui ne savent pas, c'est un traitement de suppléance quand les reins ne fonctionnent plus. Et 23 ans de vie avec une transplantation rénale. Alors, ce n'est pas une transplantation, c'est 3 en fait. C'est 2 ans d'hémodialyse, 18 ans de transplantation, 10 ans d'hémodialyse et depuis 5 ans à nouveau transplanté. Voilà. Donc, je connais bien ce parcours, autant avant la dialyse, pendant la dialyse et après la dialyse.
mon parcours de partenaire, alors au début, je ne sais pas si je peux dire partenaire, mais depuis l'enfance, avec mes parents, déjà, on allait dans les associations de patients, on était déjà très engagés, ce que j'ai toujours continué et je continue à faire. Puis petit à petit, j'ai été représentante des usagers pendant 10 ans dans l'établissement où je suis salariée actuellement. J'ai arrêté cette représentation parce que je suis devenue la personne en charge de la relation avec les usagers, il m'a semblé pouvait y avoir un petit quiproquo. Donc, du coup, j'ai arrêté d'être représentante des usagers. J'ai été formée à l'ETP 40 heures, donc l'ETP à l'éducation thérapeutique, mais aussi j'ai fait une formation sur l'expérience patient avec Ozon à Lyon. Et du coup, je suis salariée en établissement de santé depuis 5 ans maintenant. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui à l'heure J, parce que j'ai quand même mis à peu près 4 ans et bien 4 ans pour pouvoir développer toutes les missions que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, je n'ai pas pris une mission et puis je vais détailler. J'ai pris plusieurs petites missions. Excusez-moi. J'ai pris plusieurs petites missions et en fonction de ce que vous voulez aborder après dans les échanges, vous me direz ce que vous voulez en détail, en fait. Du coup, je suis partenaire déjà dans ma première mission avec les patients. Je sers de relais, entre guillemets, entre le patient et les équipes. Avec le patient, je suis surtout là pour leur faciliter l'expression, pour recueillir leur expérience, pour aider aussi les équipes à mieux prendre en compte les besoins des patients. Je sais aussi, j'essaye de créer une dynamique entre les patients. Par exemple, il y a le projet des usagers qui est en cours et c'est l'occasion justement de motiver les patients pour qu'ils se réunissent en dehors du soin et pour qu'ils essayent de monter un projet qui puisse améliorer leur parcours. Du coup, j'essaye de tisser des liens avec à chaque patient, mais avec le maximum de patients, et puis de les faire rencontrer entre eux. Je suis là aussi pour promouvoir la pérédance. C'est vrai qu'au début, on avait beaucoup de mal, par exemple pour l'éducation thérapeutique, à trouver des personnes qui voulaient témoigner de leur parcours. Puis finalement, en parlant de plus en plus avec les patients, il y en a quelques-uns qui se sont décidés à franchir le pas pour venir témoigner, pour aider les autres patients. Je suis là aussi pour les mettre en relation en fonction de leurs besoins. Si par exemple, ils ont un problème de logement ou de droit, on va faire appel à l'assistance sociale avec leur accord, évidemment. Et puis, je suis là aussi pour les soutenir. Par exemple, lors du confinement, du tout premier confinement, comme je n'ai fait que du télétravail, j'appelais les patients pour savoir s'ils avaient des besoins particuliers, une aide particulière, des attentes, un manque d'informations. Voilà, déjà avec les patients, j'ai réussi, j'estime que j'ai un peu réussi à tisser beaucoup de liens avec eux. Ensuite, j'ai fait des missions en partenariat avec les équipes. Là, je suis une collaboratrice, une collègue. Vraiment, je suis de moins en moins vue comme qu'une patiente. Du coup, j'ai créé avec un médecin et une infirmière d'éducation thérapeutique un atelier sur la transplantation rénale pour informer les patients, justement, sur moi, ce qui m'avait manqué, et on a fait d'autres entretiens, ce qui m'avait manqué quand je suis allée à la transplantation. Du coup, maintenant, on anime cet atelier en binôme avec une infirmière et moi. Comme ça, on a les deux parties, la partie théorique et la partie expérientielle. Et du coup, cette formation, cet atelier a été transformé en formation continue interne
pour les professionnels. Parce que les infirmières de dialyse, souvent, elles nous disaient les patients, ils sont en attente de greffe, mais nous, on ne sait pas bien, en fait, comment ça se déroule. On ne sait pas, quand ils disent oui, on attend, ben, on ne sait pas quoi leur répondre. On ne sait pas tout le parcours, en fait, on ne le connaît pas. Donc, du coup, ben là, on en est à la 3e session, du coup, depuis le mois de septembre, parce que les infirmières et infirmiers et les diètes aussi sont vraiment intéressés et vraiment, elles ont besoin d'infos pour mieux répondre aux patients. Je suis aussi membre du comité BREC. Alors, à Calidial, le BREC, c'est bien-traitance, relations éthiques et les CLUD, donc la douleur. Je racontais une petite histoire. Un jour, un médecin qui est arrivé donc à ce comité en disant « Bon, on va enlever tous les patchs antidouleurs. Au moment de la ponction, on met des petits patchs pour éviter. » Et là, tous les patients ne doivent plus mettre de patch parce que ça revient trop cher à la Sécu et tout. Là, il y a un patient qui a dit « Oui, ben moi, de toute façon, j'en mets pas de problème. » Et là, moi, j'ai écarté les yeux, j'ai fait « Quoi ? Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, il me faut des patchs, il me faut des choses pour la douleur. » Donc, du coup, c'est bien qu'il y ait quand même des patients dans des comités au sein des établissements pour dire « Attention, ce que vous décidez, ce n'est peut-être pas valable pour tous les patients. » Ensuite, pour mieux me faire connaître, surtout mon rôle, mes missions, et ben du coup, j'accueille tous les nouveaux arrivants, tous les nouveaux professionnels, pour leur dire ce que je fais, les sensibiliser à l'expérience patient aussi, leur donner une petite définition de ce qui se fait à l'international, au niveau national, et puis ce qui se fait à Calidial aussi. Et puis, j'apporte aussi un petit peu, là, je prends mes lunettes patient et puis j'amène aussi un peu d'expertise patient. Par exemple, des communications qui ne sont pas adaptées aux patients pour qu'ils comprennent, il faut une information claire, il faut quand même que ce ne soit pas des mots non plus super techniques. Voilà, donc du coup, on me demande souvent mon avis, soit sur une vidéo, soit sur une communication, soit sur une enquête, par exemple sur la diététique. Voilà. Et puis, je voulais aussi vous parler de mes missions que j'ai effectuées au service qualité. Donc, c'est la diapo suivante. Où là, quand je suis arrivée à Calidial, on m'a dit tu vas faire de la gestion documentaire. Donc, la gestion documentaire, c'est on rassemble tous les protocoles de l'établissement et puis on les met dans une base de données qui sont accessibles à tous. J'ai dit, OK, pas de problème. Et puis, quand j'ai commencé à lire des modes opératoires, des protocoles, je me disais, mais c'est bizarre parce que ce n'est pas ce que moi, j'ai vécu sur le terrain quand j'étais en dialyse et tout. Donc, je me suis posé des questions, j'ai posé des questions un peu à tout le monde. Et du coup, là, on a dit, ah oui, finalement, tu es une collègue, mais quand même avec des lunettes patientes. Donc, ça a quand même beaucoup, ça sert toujours parce que c'est toujours une de mes activités. Donc, ça sert toujours d'avoir un œil différent du professionnel. De plus en plus, je vais aussi participer à la préparation, à la certification des établissements, notamment, par exemple, quand il y a des entretiens patients à faire pour les visites de risque, pour tout ce qui est préparation aussi des représentants des usagers, parce qu'ils vont être auditionnés par les experts visiteurs, donc il faut les préparer. Je participe aussi à tout ce qui est enquête de satisfaction, enquête de l'expérience patient et de plus en plus vers ce qu'on appelle les prompts, voilà, qui sont un petit peu dans les critères de la Haute Autorité de Santé. J'essaye de mettre en œuvre la politique des droits des patients. Alors, elle est déjà bien ancrée à Calidial, mais par exemple, il y a quelques années, on s'est dit pourquoi la commission des usagers, elle est fermée aux représentants des usagers et à quelques professionnels et la direction. Du coup, on a essayé de l'ouvrir à tous les patients et ça a super bien marché. Donc, tous les patients de Calidial qui veulent venir, qu'ils soient accompagnés ou pas de problème.
on a continué, ça a bien marché et on continue encore à faire des commissions des usagers portes ouvertes, comme on dit. Pendant le confinement, donc toute l'année dernière, cette commission des usagers, elle a continué à vivre, mais au lieu de la faire en présentiel, on l'a faite via Teams, via les outils qu'on avait déployés. Et puis, il y a eu un gros travail qui est toujours en cours, qui cesse d'évoluer sur la création du poste de patient de conseil. Parce que quand je suis arrivée à Calidial, je n'avais pas un poste patient de conseil. Donc maintenant, là, depuis une petite, je dirais, 6-8 mois, j'ai réellement un poste, même si ce n'est pas dans le répertoire des métiers, c'est vraiment une fiche de poste, une vraie fiche de poste, avec des objectifs, des indicateurs, des choses comme ça. Et puis, on a créé, alors pas un nouveau comité obligatoire, nous, on a créé un nouvel espace qui s'appelle la cellule expérience patient et éthique. Et c'est là, tous les 15 jours ou tous les mois, en fonction un peu du travail, où le service qualité, la direction et moi, on se réunit pour voir un peu comment j'ai avancé. Est-ce qu'il y a des choses difficiles pour moi? Est-ce que, ou par exemple, la direction aussi des attendus. Par exemple, elle m'a dit, ben voilà, il y a la FEAP qui organise la journée éthique. Ce serait bien que tu y ailles pour voir un peu, pour expliquer des choses sur la patiente conseil. Stéphanie, comme tu me l'as demandé, il reste 2 minutes. Et ben du coup, il reste les freins et les leviers, c'est parfait. Du coup, les freins pour les patients, ben, c'est pour qu'ils trouvent un petit engagement, un intérêt à faire quelque chose. Justement, c'est les motiver. Pour tous, c'est faire connaître ben, cette démocratie sanitaire et le partenariat. Et puis aussi ben, faire accepter que le patient a quand même une valeur ajoutée. Les leviers. Du coup, ben, le soutien de la direction, parce qu'effectivement, sans la direction, je n'aurais pas été embauchée. Mon intégration au service qualité, qui a été vraiment une équipe super, parce qu'elles sont restées ouvertes à mes propositions, à mes actions. Voilà. Après, ben, un point fort pour moi, c'est que comme j'ai été soignée dans cette structure, suivie et toujours suivie d'ailleurs, du coup, ben, je connais bien la structure, les patients, le personnel. Et puis, j'ai vraiment des temps dédiés avec les patients pour justement partager avec eux. Et en conclusion, je dirais à tous les autres patients qui veulent s'engager, persévérer, oser, n'hésitez pas à entretenir des liens avec d'autres pairs. Par exemple, avec Claire ou Jean-Marc Charel, on se voit de temps en temps, où on s'appelle justement pour se soutenir l'un et les autres, ou se demander des conseils. Voilà. Et du coup, je suis assez contente d'aller au travail quand même chaque jour pour faire ce que je fais. Voilà, je pense que je suis dans le timing. Parfaitement dans le timing. Merci beaucoup pour cette présentation qui est très riche, qui suscite en tout cas beaucoup de questions et en tout cas moi j'aurais des questions à poser par la suite et j'invite tout le monde à les noter peut-être dans un coin de sa tête pour pouvoir les partager après. Mais vraiment une expérience assez innovante et assez incroyable. Et du coup, pour rester toujours dans le timing, je me permets de passer donc la parole à Madame donc Julie Eisbart. Je ne sais pas comment on le prononce, donc merci de rectifier au besoin. Donc voilà, c'est parti pour 15 minutes de présentation. Et donc Fabienne, si tu peux nous projeter s'il y a un PowerPoint. Voilà. Julie. Bonjour, merci beaucoup. Donc oui, Julie Asbart. En fait, ça se prononce plus simplement que ça ne s'écrit. Moi, je ne vois pas les diapos, donc est-ce que j'attends que les diapos commencent ou... ça arrive. Super. Merci. Après, c'est juste un... Très bien, merci. Donc moi, je viens de Lyon également.
Alors, je ne travaille pas directement avec Stéphanie Spataro, mais j'avais déjà entendu parler de son expérience, puisque j'ai par mon activité des liens aussi avec la structure dans laquelle elle travaille. Et donc, moi, je suis médecin, mais avec une spécialité un peu particulière qui est de la santé publique. Donc, j'ai une formation initiale médicale et puis, au moment de l'internat, j'ai choisi cette spécialité de médecin de santé publique avec la volonté, en fait, de m'engager dans une activité plutôt orientée vers la promotion de la santé, la prévention et l'éducation pour la santé. Et donc, ma formation ne fait que je n'ai pas une activité de soins, mais plutôt une activité orientée vers l'amélioration de l'organisation des soins et du parcours patient. Et donc, au cours de ma formation, j'ai été amenée à travailler dans divers domaines en tant qu'interne, notamment j'ai eu une activité d'éducation pour la santé, éducation du patient. Et puis, j'ai travaillé à plusieurs reprises dans des équipes de recherche. Et ça m'a vraiment plu et intéressée dans cette démarche, en fait, de rechercher à comprendre quelles sont les difficultés qui peuvent exister dans les parcours de patients pour développer des interventions et puis évaluer leur efficacité avant qu'elles puissent être déployées dans les pratiques. Et donc, c'est vers ce domaine de la recherche sur les services de santé que je me suis orientée pour la suite de ma carrière. Et donc, j'ai actuellement un poste qui est qu'on appelle hospitalo-universitaire. Donc, j'ai une activité à l'hôpital, aux Hospices civils de Lyon, dans lequel j'accompagne les cliniciens dans la mise en place de projets de recherche pour améliorer le parcours des patients donc, dans différentes disciplines. Donc, c'est très intéressant parce que je travaille avec des médecins qui sont de profils très variés. Donc, je disais tout à l'heure, j'ai des contacts avec des néphrologues, mais également avec toutes les spécialités qui sont existence aux Hospices civils de Lyon. J'ai également une activité à l'université. Donc, j'enseigne auprès des étudiants en médecine et des étudiants en santé publique, principalement autour de la méthodologie de la recherche. Et j'ai également une activité donc de recherche au sein d'une équipe spécialisée en santé publique qui s'appelle Reshape, qui est à l'université de Lyon. Donc voilà un peu pour mon parcours et mon activité. Donc je vais vous expliquer maintenant plutôt comment le partenariat patient est arrivé au sein de cette activité. En fait, il y a eu plusieurs étapes, donc deux majeures. La première, c'était le moment où j'étais inscrite en thèse. Donc ma thèse portait sur le parcours des patients qui ont eu un accident vasculaire cérébral. En fait, le sujet de ce travail est né d'un constat que les patients qui présentaient des symptômes d'accident vasculaire cérébral arrivaient dans les services spécialisés avec des délais de prise en charge qui étaient vraiment trop longs et qui ne permettaient pas qu'ils puissent bénéficier du traitement optimal qui était recommandé à l'époque où j'ai mené ma thèse, donc en 2015. Et on a mené des études qui nous ont permis d'identifier quelles étaient les étapes du parcours patient auxquelles il y avait des délais trop longs ou auxquels il y avait des dysfonctionnements. Il y avait notamment deux étapes clés qui étaient, la première, c'est le fait que les patients n'appelaient pas le 15, ils ne ressentaient pas l'urgence de la situation et ils se rendaient avec un délai assez long dans les services d'urgence. Et là, on arrivait au deuxième dysfonctionnement qui était des délais trop longs de prise en charge dans les services d'urgence avant qu'ils n'arrivent dans les services adaptés. Et donc, on a travaillé en équipe pour essayer de développer des interventions pour améliorer la prise en charge à ces deux étapes. Et donc, on avait des liens forts entre mon équipe de santé publique, les urgentistes, les neurologues et puis l'association de patients France AVC. Et c'est de manière plutôt informelle, je dirais, qu'on a construit nos projets tous ensemble en faisant participer les patients de cette association dans la réflexion autour d'actions pour améliorer le parcours. Et on a notamment développé une campagne de sensibilisation à l'appel au 15
avec l'association qui nous a aidés à concevoir les supports de la campagne et puis à déployer la campagne, à participer aux événements, à construire les partenariats avec les différents acteurs, etc. Donc, c'était vraiment très intéressant parce qu'on avait des apports très complémentaires avec les patients. Et suite à cette expérience, la deuxième étape qui a vraiment consolidé, je dirais, mon souhait de travailler en partenariat avec les patients dans la recherche, c'était un postdoctorat que j'ai fait. Donc, c'est un séjour pendant 2 ans où je suis allée travailler dans une équipe de recherche au Québec, qui est une équipe spécialisée dans la mise en place de la décision partagée en santé et dans l'engagement des patients dans l'organisation des soins. Et donc là-bas, j'ai pu voir une structuration vraiment importante de ces démarches de partenariat patient dans toutes les dimensions et notamment dans la recherche où en fait l'équipe de recherche dans laquelle j'étais travaillait avec un réseau de patients partenaires formés qui étaient très engagés dans différents projets de recherche. Et donc moi j'ai travaillé sur un projet qui visait à construire des comités de patients dans les cabinets, là-bas ça ne s'appelle pas comme ça, mais dans des cabinets de médecine générale ou des structures qui ressemblent un peu aux MSP, maisons de santé pluriprofessionnelles, là, qui se montent en France. Et donc, j'ai pu travailler avec 4 patients partenaires avec qui on a construit un modèle de comité et puis on est allé les déployer dans les maisons de santé et les patients partenaires animaient les réunions de ces comités de patients. Donc, c'était vraiment très intéressant parce que c'était une structure qui fonctionnait comme en autonomie. Les patients partenaires animaient, les patients participaient et ça a permis vraiment de soulever des propositions intéressantes pour améliorer le fonctionnement de ces maisons de santé. Et donc, pendant ce séjour où j'ai pu mettre en application, je me suis aussi formée auprès de l'équipe de Montréal qui proposait des formations sur le partenariat entre les patients et les professionnels. Donc, ça m'a permis de revenir pleine de motivation, à la fois avec des meilleures connaissances, puis des meilleures compétences, d'avoir pu le mettre en œuvre dans un système où tout était déjà bien en marche, donc c'était assez facilitant. Et ce qui est vraiment super, c'est quand je suis revenue ensuite à Lyon, et là à Lyon c'est pareil, j'ai trouvé un climat très favorable, alors moins avancé, mais finalement aussi avec plein d'initiatives qui se construisent. Et donc, ça m'a permis de pouvoir poursuivre dans cette activité. Alors, sur les 3 volets que je reprends, là, dans la recherche, c'est vraiment le cœur maintenant de mon activité. Donc, toujours dans l'objectif de développer des nouvelles organisations de soins, donc dans différentes pathologies, mais on le fait maintenant systématiquement en partenariat avec des patients, c'est-à-dire qu'on identifie d'abord, alors avec des enquêtes ou des focus group, des ateliers, on réfléchit avec des patients aux problématiques qu'ils rencontrent dans leur parcours, et à partir de ces éléments-là, on va travailler avec des patients et des professionnels pour développer des nouvelles actions, nouvelles organisations. Et ensuite, on les évalue. Donc, c'est ce qu'on appelle le co-design ou la co-construction qui nous permet vraiment d'avoir des idées qui sont pertinentes et qui répondent aux besoins des différents acteurs et puis qui sont bien faisables aussi, parce qu'en recherche, on a tendance à partir un peu dans des idées parfois un peu trop importantes et finalement qui ne sont pas applicables par la suite. Voilà. Ensuite, j'ai aussi des projets de recherche qui visent à évaluer l'efficacité ou l'effet du partenariat patient. J'ai notamment un projet sur la pérédance dans l'accident vasculaire cérébral pour construire cette intervention de pérédance et puis évaluer l'effet sur les patients, sur les pères aidants et puis sur les équipes de soins qui sont en lien avec les patients. Et puis, dans mon équipe de recherche, on crée aussi une culture du partenariat patient, puisque tous les chercheurs ne sont pas forcément familiers ou formés. Et donc, on est en train d'essayer de créer un guide sur le partenariat patient dans la recherche pour essayer de diffuser ça dans l'ensemble de nos travaux. Donc, on a commencé à construire ce guide en lien aussi avec l'équipe des Hospices civils de Lyon. Je vois que Brigitte Volta est connectée. Mais c'est aussi très intéressant, c'est que mon équipe de recherche est
très en lien avec l'hôpital, où en parallèle à l'hôpital, il y a une mission qui s'appelle PEPS également. C'est un terme qui fonctionne bien pour le partenariat patient, et donc qui est porté par Brigitte Volta, qui est la patiente coordonnatrice, et qui vise à déployer le partenariat patient dans les soins et dans l'organisation des HCL. Donc, on travaille ensemble aussi de manière très régulière. Et puis enfin, dans le dernier volet de mon activité, dans l'enseignement, il y a aussi pas mal de choses qui se font à l'université. Et moi, donc, comme mes enseignements portent sur la recherche, j'ai intégré la théorie, je dirais, du partenariat patient dans la recherche auprès des étudiants, et c'est intéressant parce que ça prend bien. Les étudiants en santé publique comprennent bien l'intérêt, et puis après, quand ils doivent réfléchir à des projets, spontanément, ils prévoient tous un volet engagement des patients pour les différentes étapes de la recherche. Et puis, j'ai créé avec une collègue médecin des hospices une formation sur le partenariat entre les patients et les professionnels. C'est une formation qui est assez courte, qui est un format qui s'appelle attestation d'études universitaires. Donc, c'est un nombre d'heures de cours qui est moins important qu'un diplôme d'université, mais qui est quand même reconnu et qui permet d'avoir une certification. Et donc, elle va ouvrir cette année. Elle est destinée à la fois aux patients et aux professionnels. Et l'idée, c'est de proposer pour l'instant une formation assez large sur les fondements et les différentes dimensions dans lesquelles on peut travailler en partenariat entre patients et professionnels. Voilà. Et après, donc la dernière partie, je ne sais pas du tout combien de temps je dure, mais on dira que ça ira. On dira que ça va. Dernière partie sur les freins et les leviers. Donc, les freins que je peux rencontrer. Alors, je dirais qu'il y a le premier, j'ai mis contact avec les patients. C'est vrai que même si je suis à l'hôpital et que je suis médecin, finalement, je ne suis pas directement au quotidien au contact avec les patients. Donc, moi, j'ai une étape de plus à franchir qui est d'avoir aussi un partenariat avec les soignants, qui sont la porte d'entrée finalement vers les patients. Mais ça se passe bien. Après, je pense que ce serait plus simple si j'avais directement contact au quotidien. Mais c'est pour ça que dans l'équipe de recherche, on a sollicité des patients partenaires, et finalement, les patients sont vraiment très motivés et répondent très volontiers. Donc, on est en train de commencer à avoir des contacts directs qui nous permettront d'avancer. Ensuite, il y a les outils et la culture à créer. Alors, j'ai mis ça dans les freins, mais finalement, c'est aussi ce qui fait la motivation. Mais c'est vrai que je vois la différence quand même par rapport au Canada, où j'ai pu voir un système qui fonctionne déjà, alors qui n'est pas parfait. Il y a des dysfonctionnements aussi, il y a des disparités, mais il y a un ancrage, je dirais, institutionnel qui est très fort, et notamment dans la recherche. Là-bas, c'est depuis plusieurs années très fortement promu par les institutions, avec des appels à projets dédiés qui permettent de prendre en compte les financements pour le partenariat. Et en France, c'est pas encore le cas. Donc, ça pourrait être plus développé, et donc avec un climat plus favorable qui incite, avec plus d'incitatifs pour les chercheurs. Et après, les leviers, c'est une forte motivation, un intérêt, alors de ma part, mais surtout de la part de mes collègues, aussi bien les professionnels avec qui je suis en lien, les soignants, et puis les patients qui, moi, me bluffent aussi souvent dans leur engagement important. Après, le contexte local est, comme je vous le disais, très favorable. Le contexte national aussi, je trouve que finalement, les recommandations, moi je fais partie d'un conseil à la Haute Autorité de Santé aussi, donc tout ça, ça montre qu'il y a vraiment une volonté de le déployer dans les différentes dimensions du système de santé. Et puis, il y a plein d'acteurs, plein de structures comme Savoir Patient qui émergent et qui font qu'on a de plus en plus d'occasions d'échanger les pratiques. Et je pense que c'est ça qui est aussi très enrichissant, c'est de rencontrer des personnes, de pouvoir échanger sur ce qui se fait. Ça donne des idées, ça conforte aussi la motivation, donc, et puis ça maintient l'enthousiasme. Donc voilà, pour ma petite expérience. Je vous remercie. Merci beaucoup, Julie. Timing parfait. Je me tourne vers Claire. Est-ce que, Claire, il y a des questions dans le chat? Alors non, je crois que les échanges, enfin en tout cas les présentations et les partages d'expériences ont été tellement passionnants que
pour l'instant, nous sommes restés suspendus à vos lèvres respectives. Donc, n'hésitez pas maintenant à lever la main et à proposer. Sinon, je pense, Carole, si tu veux lancer tes questions, on peut y J'ai vu aller. une main se lever et puis redescendre. J'ai vu, alors, pardon, je vais écorcher les noms et je m'en excuse. Madame Siano, Sonia, j'ai vu une main se lever. Oui, c'est très bien pour le nom et le prénom. Non, c'était juste pour féliciter. C'était un clap. Féliciter les interventions. Bravo. Super, merci. Alors, il y a une petite main, il y a une question dans le chat de Isabelle. Isabelle Favgeron, si vous voulez la dire, ou sinon je Oui, la je veux lis. bien, oui. Bonjour Julie. Vous nous avez parlé de la formation attestation des études universitaires. Vous pouvez nous dire en quoi ça consiste, combien d'heures et qu'est-ce qu'on peut faire après avec? Alors oui, bien sûr, merci pour votre question. Donc c'est une formation qui se déroule sur... alors il y a 4 sessions de 2 journées. Donc vous voyez, c'est assez court avec des journées de 7 heures. Alors j'ai plus en tête le nombre d'heures finales, mais voilà, 8 fois 7, ouais, c'est une cinquantaine d'heures environ. Qui sont orientés vers les différents... En fait, on l'a construit avec 2 jours qui sont plutôt généralistes sur les fondements du partenariat, la posture de partenaire pour les patients, pour les professionnels. Et puis après, on a des sessions qui sont plutôt orientées sur l'engagement dans les différentes dimensions du système de santé, donc l'engagement dans l'organisation des soins, l'engagement dans la formation et l'enseignement, l'engagement dans la recherche, etc. On a des intervenants qui sont assez variés. Alors, il y a des intervenants qui viennent du Québec, mais la majorité, enfin quelques intervenants qui viennent du Québec, la majorité viennent de France. Et à chaque fois, on a essayé d'avoir des interventions en binôme patients et professionnels pour présenter des expériences vécues. Voilà. Après, ça permet aux étudiants d'avoir une attestation d'études universitaires qui n'a pas forcément de vocation à permettre d'accéder à un statut ou un grade particulier, par exemple. Ce n'est pas comme un DU spécialisé dans la pérédance qui va permettre ensuite d'avoir la reconnaissance pour exercer ce métier-là. Mais c'est une première formation générale et après, on a dans l'idée, dans le futur, d'enrichir cette AEU avec d'autres modules plus approfondis sur la recherche ou l'enseignement, par exemple, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin. Et pour que ça puisse par la suite faire un DU, mais qu'on puisse toujours choisir si on fait certaines briques ou d'autres. Voilà. Je pourrais vous mettre le lien si vous souhaitez. Donc pour cette année, ah bah super, je vois que Fabienne l'a mis, merci. Et du coup, ça répond à la question de Katia aussi qui demandait le nom exact de la formation. Et du coup, je me permets de passer à Muriel Londres qui a une main levée. Donc Muriel. Bonjour, merci à Savoir Patient pour cette organisation, c'était très très intéressant. Moi j'ai des questions pour Stéphanie Spataro, j'espère que je prononce bien. J'ai 2 questions en fait. J'ai une première question, enfin les deux sont en lien en fait, c'est par rapport à son poste en fait de patiente conseil. Si j'ai bien compris, c'est une évolution de votre poste actuellement. Et donc, du coup, par rapport à vos premières missions, alors du coup, je ne sais pas si vous les conservez, quel est le lien que vous faites avec les représentants des usagers? Parce que vous en étiez une, en fait, et j'imagine qu'il doit y avoir des réflexions pour savoir qui intervient, en fait. Est-ce vous ou les représentants des usagers dans certaines des missions? Oui, J'espère que je suis claire dans ma question parce que je me sens un peu embêtante. Je vais essayer de répondre et puis vous me direz si vous avez besoin de plus de précision. En fait, les représentants des usagers, la représentation, c'est quelque chose qui est très cadré en fait. Du coup, ils ont un rôle clairement établi dans les commissions des usagers. À aucun moment, je prends leur place. Si je vois que, comme je connais bien ce rôle, si je vois que ça dérive sur un problème de droit, de choses comme ça, j'appelle les représentants des usagers et c'est eux qui interviennent.
On est très liés parce qu'il y en a le président, par exemple, de la commission des usagers qui est un représentant. J'étais déjà avec lui pour la représentation, donc on se connaît depuis une quinzaine d'années. Donc les relations sont assez faciles. Ensuite, comme je suis personne en charge de la relation avec les usagers, moi, ça ne va pas être ce genre de choses. C'est par exemple, c'est des problèmes organisationnels, des problèmes médicaux. Et dans ce cas, je transmets au médiateur médical. En fait, je suis juste le lien pour que le conflit ne s'aggrave pas, tout simplement. Alors que les représentants des usagers sont là pour vraiment les droits, respecter les droits. Et vraiment aussi, ils sont là pour représenter le collectif. Moi, quand je suis PCRU, je suis vraiment là à titre individuel. C'est vraiment un patient, voilà, où c'est le professionnel qui me dit est-ce que tu peux intervenir auprès de ce patient. Souvent, c'est des demandes de professionnels plutôt. Du coup, je représente l'établissement, si vous voulez. Alors que le représentant des usagers représente son association et représente le collectif des patients. Voilà. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui, c'est plus clair. Et ensuite, du coup, pour votre poste de patient de conseil, du coup, ça. Vous avez changé de poste? Ouais. Alors, en fait, non, je n'ai pas changé exactement de poste. Je suis toujours au service qualité depuis le début, en fait. Mais au lieu d'une fonction administrative et quelques témoignages en éducation thérapeutique, j'ai agrandi mes missions plus tournées sur le partenariat et les engagements patients. Du coup, pour moi aussi, mais c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Petit à petit, j'ai fait des choses pas à pas, doucement mais sûrement. Et après le confinement, le premier confinement l'année dernière, on s'est dit là vraiment il y a quelque chose à faire. Même la direction a eu vraiment un élan supplémentaire, je veux dire, un engagement supplémentaire par rapport au partenariat. Et c'est là où elles se sont dit, ben, effectivement, on peut proposer une fiche de poste. Mais elle a été travaillée sur 6 mois. Hein. Il fallait que tout le monde évalue ses risques au niveau des établissements, au niveau service, puis moi aussi, du coup. Il fallait quand même qu'on mette un peu des garde-fous et tout. Mais voilà, ça évolue comme ça. Mais je garde toujours quand même quelques activités au service qualité parce que c'est un service que j'aime bien. Super. Merci beaucoup, Stéphanie, pour la réponse. Claire, je pense qu'il y a 2 questions dans le... C'est ça, puis il y en a, elles font lien un petit peu avec ce que tu viens de dire, Stéphanie, par rapport à la... c'est Delphine, alors je la traduis. Comment s'est faite l'évolution de ton statut de représentant des usagers vers une fonction de salarié? Quelle était la motivation de l'hôpital? Alors, en fait, enfin, ou de la structure, c'est pas un hôpital. Oui, c'est un établissement de santé privé à but non lucratif. Du coup, ça s'est fait un peu par hasard. J'étais représentante des usagers, je travaillais ailleurs, puis j'ai été licenciée. Et puis en dialyse, un jour, la directrice passe nous voir. Et puis, dans ce que je deviens, je lui dis, ben voilà, je suis en train de faire mes CV parce que je viens d'être licenciée, etc. Et puis, je me suis dit que je savais qu'elle avait quand même un réseau très large. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous transmettre un CV? Puis, si vous voyez que quelqu'un recherche, je ne sais pas, une assistante de gestion ou une secrétaire, moi, je veux bien profiter du coup. Alors, du coup, elle a pris mon CV et puis à la commission des usagers suivante, elle me dit finalement, Stéphanie, je crois bien qu'à l'idéal, on aurait un poste pour vous. Je dis, ah bon, mais dans quel service? Et là, elle m'a dit qualité. J'ai dit quoi? Qualité. À part le document unique, qu'est-ce que je connais à la qualité? Rien. Mais du coup, 2 mois après, je signais mon contrat, un CDI direct. Et c'est au service qualité, elles étaient très motivées et elles se disaient vraiment que je pouvais apporter quelque chose. On savait que j'allais avoir des lunettes patientes, si vous voulez, mais du coup, on ne savait pas encore trop comment, pourquoi. Et au fil du temps, en fait,
ben, ça s'est un petit peu modifié, les relations, les actions, les missions. Et au bout de 4 ans, surtout après le confinement et le travail que j'avais fait en lien avec les patients, là, on s'est dit, ben, allez, go, on fait quelque chose pour le patient, vraiment une fiche de poste patient de conseil. Mais ça s'est fait vraiment petit à petit. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question? Delphine, peut-être? Je ne sais pas si elle est encore là. Merci pour la réponse. Effectivement, ça complète bien, puis ça témoigne, je trouve, de l'évolution, en tout cas de la réflexion de l'établissement là sur l'engagement, puisque vous avez été comme engagé, je veux dire, par un autre biais, et finalement cette expérience, elle est venue servir aussi, j'ai envie de dire, le travail que vous faisiez au quotidien. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il reste donc une question du chat. Attends. Et après, c'est Jean-Marc qui Ouais. À moins que Jean-Marc, en fait, il a levé la main pendant la réponse que faisait Stéphanie. C'est peut-être en lien, je pense que c'est peut-être pour rebondir, je ne sais pas. Ah, ok, pardon. Oui, enfin, disons que je connais bien Stéphanie. On est de la même association. Et aussi, voilà, c'est bien. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tu as participé à la rédaction de ta fiche de poste, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment oui, la co-construction. Voilà. Oui, avec, c'est même tripartite parce que c'est la direction, la directrice elle-même, Oui. la responsable qualité, vraiment, et moi. Oui, il faut dire que Calidial, vous êtes bien en avance dans le domaine. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été un grand pas. Et c'est un grand pas. Fierté pour moi d'avoir une fiche de poste, même si certains disent oui, mais c'est quoi finalement une fiche de poste? Quand on est salarié, c'est quand même… voilà. Je te rappelle, Stéphanie, tu me dois un article pour notre magazine. Oui. D'accord. Juste pour continuer, peut-être si je peux me permettre encore sur le sujet Calidial, moi j'ai été très interpellée en voyant la présentation et comme Muriel, je pense, en me disant mais quel positionnement par rapport aux représentants des usagers qui n'ont pas seulement la mission de défense des droits, leur mission est plus large sur justement l'amélioration de la qualité. Et je trouve ça intéressant de voir que tout se combine, que tout se complète, que tout se complémente et que chacun continue ses actions. Voilà, enfin, ça roule, quoi. Ça semble fluide à t'entendre. et du coup, peut-être une petite question complémentaire. Est-ce que les représentants des usagers continuent leurs actions de co-construction au service de la qualité en ne faisant pas que de la défense des droits avec toi et avec les autres acteurs du service? Oui, exactement. Par exemple, pour le projet des usagers, c'est vraiment quelque chose qui est hyper fluide. Au début, on avait la direction avec nous. Après, que les usagers et représentants des usagers, parce que dans le projet des usagers, il n'y a pas que les représentants. Et après, là, on est mardi dernier, du coup, il y a des professionnels qui nous ont dit allez, nous aussi, on voudrait participer parce qu'il y a des choses qui sont faites, mais on aimerait les améliorer avec les propositions des usagers. Allez, allons-y. Donc, il a fallu animer tout ce groupe de travail et tout. Mais c'était vraiment, mardi, c'était vraiment le top. Du coup, tout le monde s'imbrique, représentants des usagers, et finalement, pour une amélioration des parcours, de l'accueil, de plein de petites choses, de la prévention, de la formation aussi, parce que les usagers ont dit qu'il fallait former les professionnels sur l'écoute et aussi sur… mais l'écoute d'une façon, l'écoute sur l'expérience du patient, sur ce qu'il a déjà vécu, il a déjà eu. Voilà, ils n'arrivent pas dans le soin, hop, bim, on fait la ponction et on s'en va. Non, il faut écouter le patient, il faut… voilà. C'était vraiment de la co-construction pour tous et vraiment pour une amélioration de tout. Et je pense que vraiment, après, ça peut avoir un impact sur la diminution de l'énervement, du conflit, peut-être voire même de la violence de certains patients. Ça commence à aller un petit peu loin et très large.
Jean-Marc, c'est une nouvelle main ou c'est la main de tout à l'heure? Oui, excusez-moi. Oui, je revenais sur ce que disait Stéphanie. Il y a quand même aussi un intérêt, enfin, quelque chose qui facilite tout ce programme, c'est que donc à l'IGAL, c'est quand même un établissement qui traite un seul type de maladie, la maladie rénale. Et donc là, tout le monde est concerné. Les représentants des usagers sont des patients malades, puisque je connais bien le président. Et donc, voilà, ça, c'est intéressant. C'est parce que là, tout le monde parle du même sujet, et donc tout le monde va dans le même sens. C'est quand même un peu plus délicat quand on est dans des établissements type MCO où on a toutes les pathologies, les urgences et tutti quanti. Mais voilà, c'est quand même, faut s'inspirer de ces choses-là. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire dans un établissement MCO, c'est justement d'aller prendre déjà dans un premier temps dans un service. Alors bien sûr, je mets en place dans un service de néphrologie un partenariat, et bien accompagné aussi par la directrice qualité, par un comité qu'on a mis en place, comité donc droit et partenariat patient. Et puis, ce que j'essaye de faire aussi, c'est par rapport aux soignants, aux médecins notamment, ceux qui ont un petit peu cette fibre de partager avec les patients, c'est de monter un petit groupe de façon à ce que justement on arrive à un peu diffuser parmi tous les professionnels cette motivation. Voilà, c'est un petit peu moi ce que j'essaie de faire. Je pense que Mme Volta parlera peut-être de même, puisqu'elle est aussi dans un milieu très, très vaste, pour qu'on puisse avancer dans ce sens. Merci Jean-Marc. Claire, est-ce qu'il y a encore des questions vis-à-vis du Oui, chat? alors il y a une question posée par Sylvie par rapport à savoir si peut-être ça s'adresse plus à Julie sur elle dit faites-vous participer en collaboration et co-construction des projets avec les aidants et si oui, comment? Oui, merci. Oui, on essaye dans les différents projets sur lesquels on travaille, dans lesquels on travaille beaucoup sur des maladies chroniques où donc souvent on essaye de faire participer des patients et des aidants. J'ai deux exemples. Pour nos travaux sur le parcours pour l'accident vasculaire cérébral, à chaque fois, on travaille en deux phases. La première, c'est identifier les besoins et la deuxième, de construire l'intervention. Et donc, on a fait participer les aidants lors de la phase d'identification des besoins qu'on a réalisée avec une enquête par questionnaire. Donc, on avait un échantillon assez important de plus de 300 patients à qui on a envoyé des questionnaires et on a envoyé des questionnaires aidants en leur demandant de le faire passer également à leur aidant le plus proche, aidant familial. Donc, ça nous permettait déjà d'avoir des éléments sur les difficultés qu'ils pouvaient percevoir. Ensuite, on a complété avec une enquête qualitative. Donc, on a fait des entretiens où à chaque fois, on avait une rencontre avec le patient et une rencontre avec son aidant pour pouvoir avoir les différents points de vue. Et puis après, à partir de ces besoins, on a identifié qu'une plateforme Internet pourrait permettre de répondre à différents besoins pour rompre un peu les barrières géographiques et les difficultés d'avoir accès à des informations entre les visites qui sont parfois espacées. Et là, on arrive à l'étape où on va construire cette plateforme. Et donc, on a prévu de faire la co-construction en créant des groupes qui intègrent des patients, des aidants et des professionnels. Donc, à chaque fois, on passe par les services de soins là, pour l'accident vasculaire cérébral pour les recruter et par l'association France AVC.
Et puis, il y a un autre exemple qui est un peu le même, mais dans une pathologie différente, qui est en santé mentale pour les jeunes qui présentent un premier épisode de psychose. Et là, on travaille avec l'association de l'UNAFAM, donc l'association des familles, qui est aussi très engagée. Donc, il y a des personnes qui ont participé aussi à des ateliers de co-construction ou au comité de pilotage de l'étude. Voilà. On essaye de l'envisager à chaque fois, en tout cas. Merci Julie pour cette réponse. Je vois que Muriel Séven a une question, une main levée. Oui, bonjour à tous. Déjà, c'était pour Stéphanie dire bravo pour ce parcours et l'obtention de cette feuille de poste qui va dans le sens de la professionnalisation des patients, partenaires, ressources, experts, tout ce qu'on veut, c'est très bien. Et ce qui serait intéressant, c'est voilà, de savoir un petit peu ce qu'il y a dedans et comment on peut en faire un socle commun à d'autres patients qui souhaiteraient comme ça aussi être professionnalisés. Et puis, j'ai eu moi un DU de patient expert maladie chronique que j'ai validé à Marseille là, en septembre. Et j'étais intéressée par l'option de faire la recherche. Donc, je suis inscrite donc, là, à l'attestation d'études universitaires. Donc, ce sera une grande première pour moi pour compléter mon DU. Et puis, dans cette recherche aussi, j'ai contacté le CLARA, le Cancéropole de Lyon, qui fait aussi une formation donc, pour aider les patients à se former à la recherche. Et pour pouvoir m'inscrire, il fallait que je sois déjà dans un programme de recherche. Et donc, du coup, par ce biais-là, j'ai pu rentrer dans un programme de recherche qui s'appelle Personnage, avec la faculté de sciences humaines et sociales de Lyon. Et donc, voilà, c'est des premiers pas pour moi dans la recherche. On s'est rendu compte qu'on avait déjà beaucoup de mal entre chercheurs et patients à se trouver. Et l'idée du CLARA de dire vous vous inscrivez que si vous êtes déjà en binôme, ça m'a permis de rentrer dans ce programme-là. Et je trouve que c'est aussi une belle démarche de leur part parce qu'ils nous ont mis en réseau. Et voilà, ça permet déjà de faire les premiers pas ensemble dans quelque chose qui se construit doucement. Mais c'est très bien. Voilà, c'était juste pour témoigner de ça. Mais pour compléter, j'ai un projet aussi dans le cadre de l'appel à projet du CLARA. Et c'est vrai que là, tout à l'heure, je disais que dans les freins, il pouvait y avoir une absence d'incitatif dans les appels à projet. Mais là, finalement, c'était vraiment un appel à projet parfait, parfait. En tout cas, qui était vraiment en faveur du partenariat entre les patients et les chercheurs, où il fallait effectivement, dès le dépôt, avoir un patient engagé comme partenaire. Et dans le jury, il y avait des patients qui expertisaient les dossiers et qui participaient à la décision de financement. Et puis là, ils accompagnent aussi les projets financés en proposant des formations. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant pour impulser cette démarche et sensibiliser les chercheurs. Donc, effectivement. Je fais un lien Claire, oui. avec une question de Sonia qui était justement sur la formation. Alors, c'est une question plus générale qui est est-ce que les DU partenariat patient-soignant, je crois que le PPS, c'était ça que vous vouliez dire, Sonia, sont vraiment reconnus pour exercer. Alors, je trouve que la question est intéressante. C'est toujours, et on y revient quasiment à chaque rendez-vous PEPS sur cette question de la formation et de la qualification. Donc, je ne sais pas si l'une ou l'autre des intervenantes peuvent répondre. Moi, je veux juste donner mon avis. Je suis formée et donc diplômée à l'Université des patients sur le parcours patient partenaire en cancérologie. Dire que grâce à ça, on va pouvoir exercer, non, c'est plus complexe que ça, c'est plus subtil, parce qu'évidemment, il n'y a pas de poste qui existe, ou alors ils sont sur mesure, comme celui dont nous a parlé Stéphanie, et il y en a quand même quelques-uns, mais exercer en tant que patient partenaire, c'est encore je pense que c'est un paradigme, hein, une idée qu'il va falloir continuer à faire progresser, mais j'invite tous ceux que la question stimule à intervenir et à réagir aussi. Merci Claire pour
pour ce partage. Du coup, il y avait Jean-Marc avec une main levée, et puis Fabienne. Et tout à l'heure, on parlait du Clara. Eh bien, ouais, comme quoi on peut, des maladies rénales, passer au cancer, puisqu'avec Laurie, on participe justement, on fait partie du jury et on travaille dans le cadre de Clara pour accompagner ces projets entre professionnels de la recherche et patients dans la recherche. Donc, c'est très intéressant aussi de partager ces savoirs différents. Et comme ça, on arrive à co-construire un petit peu l'avenir de la santé en France. Merci. Merci Jean-Marc, du coup, oui, pour cette remarque. Et donc, chaque année, on espère que Clara va pouvoir reporter ses appels à projets sur des sujets divers et variés en lien avec la recherche. Et donc, le prochain appel à projet arrive en janvier avec une nouvelle thématique. Oui, est-ce que tu peux juste te présenter pour nous situer le contexte? Est-ce que tu as... Oui, alors, oui, donc je suis Laurie. Aujourd'hui, alors j'espère pouvoir participer à l'une des prochaines sessions des savoirs patients. Donc, je suis consultante au sein du Centre Léon Bérard en tant que patient partenaire. Et par rapport à l'appel à projet, effectivement, je suis présidente d'une association qui s'appelle le GFLU, qui est le groupement des entreprises qui font face au cancer. Et on a fait un don pour cet appel à projet. Et grâce à ça, j'ai pu intervenir en tant que membre du jury et participer du coup à cette mise en œuvre de cahiers des charges avec un groupe de travail dont fait partie Jean-Marc et d'autres personnes que j'admire énormément. Et voilà. Et puis, effectivement, avec Julie, j'espère qu'on pourra rééchanger sur le projet Richard très, très prochainement également. Voilà. Et à très vite, du coup, pour parler, je l'espère, du Centre Léon Bérard et de la place du patient partenaire chez eux aussi. Merci Laurie pour ces précisions. Et du coup, Fabienne, qui met des questions dans le chat, qui lève la main, qui a besoin. C'est parti. J'ai envie de participer un peu plus que d'habitude parce que je regarde en fait qu'on a plusieurs patients avec fiches de poste aujourd'hui et je trouve ça intéressant. Donc, j'en profite pour poser la question qui tue. Quand on parle de professionnalisation des patients partenaires, qui est un sujet qui fait éminemment débat dans notre pays aujourd'hui, beaucoup présentent comme un frein possible, un empêchement possible à cette participation directe des patients en tant que salariés d'établissement en disant si les personnes sont salariées, elles ont un lien de subordination avec leur employeur et donc elles ne seront pas libres de leurs paroles, de leurs propositions, voilà, elles seront un petit peu bridées, ligotées. Donc j'avais envie de demander aux personnes, dont Stéphanie bien sûr qui a partagé son expérience et puis peut-être les autres qui sont ici comme Muriel ou d'autres, ce qu'elles en pensent, est-ce qu'elles le ressentent, ou pour les professionnels qui travaillent avec ces patients dans les établissements, est-ce que eux de la même façon, ils ressentent un petit frein ou est-ce que ouais. Voilà, boum, le pavé est lancé. Du coup, réponse à Stéphanie et puis ensuite Muriel qui a levé la main en même temps. Est-ce que vous vous êtes connectés? Je ne sais pas, mais du coup, alors, ligoter, je dirais pas ça comme ça, mais du coup, avec les nouvelles publications de la Haute Autorité Santé, il faut travailler maintenant, comme c'est des critères pour les certifications, l'engagement patient, l'implication des représentants des usagers, je pense que ça aide. Après, effectivement, il y a toujours un frein parce qu'on a toujours l'étiquette patiente, même si certains me disent non, tu es une pro, il n'y a pas de problème et tout. Quelque part, des fois, on n'a pas des affrontements, mais des discussions animées avec certains professionnels de santé qui nous voient toujours comme avec des compétences de patiente, c'est tout. Voilà. Alors qu'on a des compétences de patiente, bien sûr, mais des patients autonomes qui se connaissent, qui savent agir, qui ont les conduites à tenir, qui ont aussi un savoir. Voilà. On sait des choses aussi, peut-être pas les mêmes. On n'a peut-être pas. Moi personnellement, j'ai pas 10 ans d'études. Pas tout à fait, mais voilà, moi, une des questions que j'ai eues, c'est quel est ton niveau d'études, mais qu'est-ce que ça peut faire en fait?
les représentants des usagers, on ne leur demande pas quelle est leur année d'études. C'est pas vraiment ça. Et voilà, on a fait quand même, je fais beaucoup d'informations, je discute beaucoup avec les équipes. Il y en a vraiment qui… Je m'appuie sur les personnes qui sont impliquées et qui croient à ce partenariat. Et du coup, parfois, ça fait boule de neige. Donc voilà, mais il faut persévérer, il faut y aller. Voilà. Mais du coup, c'est aussi bien d'être salarié parce que quand même, quand on a des petits problèmes de santé, enfin moi, je vois comme effectivement… quand j'ai des problèmes de santé, que je suis hospitalisée, je le fais pas, j'ai pas à me justifier, quoi. Elles connaissent ma maladie et du coup, c'est un certain petit confort pour moi. Voilà. Merci pour ce retour, c'est intéressant. Donc, ça n'empêche pas la conflictualité quand elle est saine et constructive. Est-ce que vous me permettez de compléter? Moi, je ne suis pas salariée, mais je suis consultante. Et du coup, il y a un autre… donc, comme l'a dit Stéphanie, moi, malheureusement, si je tombe malade, c'est plus compliqué finalement de gérer la maladie alors qu'on a un statut d'auto-entrepreneur. Par contre, moi, j'ai un contrat qui est de 2 jours par semaine. Et lorsqu'on a discuté avec le directeur de la qualité, où c'est un contrat d'1 an, où je leur ai demandé… tout de suite, j'ai réfléchi aux perspectives l'année suivante. Et ils m'ont clairement dit qu'il fallait que je capitalise sur cette expérience d'1 an déjà. Alors après, avec cette possibilité de renouveler un contrat, mais de se dire que l'expérience que j'aurais acquise au sein du Centre Léon Bérard et ce que je l'espère, je l'aurais apporté, je pourrais le dupliquer pour d'autres établissements de soins. Et c'est vraiment sur cette optique-là que eux, le Centre Léon Bérard, ils essayent aussi de travailler. Et par contre, eux, clairement, ils m'ont dit aujourd'hui, salarié un patient partenaire, c'est pas possible. Ils attendent effectivement tout ce que la Haute Autorité de Santé va leur proposer. Et par contre, je suis d'accord avec toi, Stéphanie, sur qu'effectivement, en tant que patient, on a donc acquis une expérience et ce qui fait de nous ce qu'on nous sommes aujourd'hui. Mais moi, j'avoue que je capitalise encore une nouvelle fois sur mon expérience passée en tant que chef de projet à la relation client pour le transposer sur de la relation patient pour pouvoir ne plus effectivement avoir cette étiquette de patiente, mais je l'espère à terme vraiment un chef de projet expérience patient au sein d'un établissement de soins ou de plusieurs établissements de soins en tant que consultante. Donc, affaire à suivre. Tout est nouveau pour moi aussi. Ça a débuté en octobre et j'espère, je vous le redis, pouvoir en parler avec vous dans une autre session et pour vous dire comment cela a abouti ou va aboutir. Tout à fait. Merci Laurie, que Sonia me fait un pouce levé pour féliciter. Et on passe à la question de Muriel. En fait, ce n'était pas une question, c'était pour réagir aux interrogations de Fabienne vis-à-vis de la fiche de poste. Alors moi, je suis patiente engagée, c'est comme ça qu'est titrée ma fiche de poste dans une UTEP, Unité transversale d'éducation thérapeutique du patient, à la PHP, au groupement hospitalier de Sainte-Saint-Denis. Et donc, vis-à-vis de ma fiche de poste, à laquelle moi, je n'ai pas eu le privilège de participer à la rédaction, mais je reconnais que c'est quand même le mieux, parce qu'en fait, comme le signale Laurie, c'est vrai qu'il n'y a pas de recommandation de la Haute Autorité de Santé et qu'en fait, on est encore balbutiant, il n'y a pas de formation qui pourrait faire patient partenaire hospitalier, enfin voilà, une espèce de formation qui permettrait… et voilà, moi, j'ai des missions qui sont différentes de Stéphanie, mais vraiment très, très différentes. C'est assez drôle de voir. Moi, mon rôle, en fait, c'est de vraiment faire bosser les autres à ma place, quoi. Moi, pour l'instant, à part la personne avec qui je suis en lien direct, qui fait de l'ETP, avec laquelle je travaille sur ces programmes d'ETP, moi, mon but, c'est de faire en sorte que d'autres travaillent avec les autres programmes d'ETP et que ce ne soit pas moi qui le fasse. Voilà. Et ma fiche de poste, en fait, elle est tellement… elle fait peur, en fait, ma fiche de poste. Il y a tellement de trucs dedans, en fait, que… on va dire c'est suffisamment libre et pour que j'y trouve ma place et en même temps c'est pas contraignant
en termes de ce qui est attendu comme rendu. Enfin, voilà, j'ai pas de quantification. J'ai assisté lundi dernier à un retour d'expérience en fait d'un docteur du Canada qui s'appelle Antoine Boivin et qui discutait en fait d'un patient partenaire qui avait été recruté spécialement autour des personnes sans domicile. Lui, c'était quelqu'un qui venait de la rue en fait et à qui l'institution avait demandé de quantifier des choses en fait et du coup ça le limitait dans son rôle d'aller sur le terrain. Voilà, moi j'ai pas ces contraintes là et je pense que c'est quelque chose auquel il faut faire attention si on se salarie dans une structure, que on est dans nos missions en fait suffisamment de liberté, surtout dans les premiers temps, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu tous d'accord ici pour dire qu'il y a des changements culturels à effectuer en fait et que enfin voilà, il faut vraiment qu'on fasse notre place enfin voilà, avant peut-être enfin, et je pense que c'est d'ailleurs assez important de faire sa place avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet voilà et après je crois que c'est tout mais moi je me sens assez libre en fait pour l'instant, et je suis là depuis que le mois d'août aussi, donc c'est assez récent. Et puis surtout aussi, je suis embauchée au début de l'initiative. Donc du coup, je pense que c'est beaucoup plus facile aussi quand on arrive avec un projet qui n'est pas déjà établi et dans les murs, quoi. Merci. Tout à fait. Stéphanie, oui. Et Sonia qui a encore pouce levé. Oui, moi je voulais dire à Muriel, oui, je suis d'accord, hein, j'en suis arrivée là, mais au bout de 5 ans de salariat, évidemment, au début j'ai fait ma place. Par contre, ce qui a été vraiment un levier, c'est l'éducation thérapeutique. En fait, pratiquement au tout début, il y a un médecin qui est venu vers moi, comme quoi il y a des médecins qui sont engagés hein, pour le partenariat, qui est venu vers moi en me disant, voilà, on va créer un atelier sur la transplantation rénale et on a vraiment besoin de toi pour le co-construire, pour le construire. Et du coup, on a vraiment tout créé, le déroulé, les outils, l'évaluation. Et puis après, elle m'a dit, bah, maintenant que tu as tout créé, bah, tu vas l'animer. Alors là, je me suis dit, oups. Le TP 40 heures, il m'a semblé que c'était juste pour construire l'atelier, mais non. On m'a dit, tu peux l'animer. Et du coup, vraiment, ce que les patients ont aimé, c'était vraiment mon retour, mes retours que je faisais. C'était du témoignage et maintenant, je suis carrément dans l'animation. C'est moi, l'animatrice, avec l'infirmière, une infirmière qui est là en binôme, juste pour apporter la théorie vraiment... Vraiment. Donc, du coup, au début, j'ai vraiment fait ma place. Je suis vraiment restée au service qualité. Et là, de plus en plus, je vais vers les patients de mon propre chef ou à la demande des professionnels. Parce qu'eux aussi, on est arrivé à ce que pour eux, ils se disent, ah bah tiens, ce serait bien qu'elle intervienne là. Ce serait bien qu'elle ait un autre regard que soignant. Et du coup, ça complète. Parfois, je me sens vraiment faire partie de l'équipe en fait, de soins. Donc, petit à petit, mais sûrement. Tu vas y arriver. Merci Stéphanie. Jean-Marc, juste un moment. Je pense que Julie avait besoin de partir à 15h, à 14h45, c'est ça. Donc peut-être, est-ce que tu veux nous donner une synthèse un peu ou une conclusion voilà, un retour un peu de ce PEPS? Déjà, je voulais vous remercier de m'avoir permis de participer. Je suis contente, puis je vois que finalement le monde est petit parce qu'il y a beaucoup de liens qui se font entre les différents participants, mais je trouve ça très intéressant de voir les différentes expériences qui sont assez avancées, je trouve, dans le domaine du soin et de la participation dans les établissements. Et je pense que le fait que des patients soient comme ça, alors embauchés idéalement ou en tout cas sollicités pour réfléchir
à faire évoluer leur culture, leur fonctionnement, c'est vraiment quelque chose qui est à même de construire le partenariat dans le temps et donc de permettre par la suite de construire de nouveaux projets. Puis pour la recherche, peut-être que c'est un peu moins avancé ou moins généralisé, mais on voit qu'il y a des initiatives plus précises avec des appels à projets spécifiques. Donc, c'est aussi de bon augure. Et puis, ce que disait Monsieur Charel sur la construction de groupes, nous, c'est ce qu'on aimerait vraiment faire dans mon équipe de recherche. Comme on est en santé publique, on travaille vraiment sur des thèmes très divers. Donc, on peut avoir des contacts avec des patients. Je vous ai donné des exemples sur des patients qui ont eu un AVC, leurs aidants en santé mentale. Mais on a dans différentes pathologies. Donc, on aimerait idéalement, si on pouvait créer un groupe de patients intéressés par la recherche pour avoir une participation un peu pérenne aussi sur la durée. Donc, voilà. Encore pas mal de projets en tête et je reviendrai peut-être un jour pour vous présenter quand tout sera concrétisé. Voilà. Merci beaucoup en tout cas et bonne continuation. Merci beaucoup Julie de ta participation. Merci, Julie. À bientôt. Merci. Merci. Et du coup, sans transition, Jean-Marc, et toujours un pouce levé de Sonia. Oui, donc je reviens un petit peu sur ce que dit Stéphanie. Je pense que tu parles d'Abdallah, hein, de Stéphanie. Voilà, quelqu'un que je connais qui est très engagé. C'est vrai que moi, ceux que je connais de Calidial sont des professionnels qui sont très engagés dans le partenariat, que ce soit Abdallah Gueraoui, qui est néphrologue, ou Agnès Cayette-Baudouin, qui est la directrice et néphrologue de Calidial. L'idée aussi, c'est justement le fait de commencer à construire des groupes à l'intérieur des établissements va permettre de diffuser cet état d'esprit vers les professionnels, parce qu'on sait bien que les professionnels, notamment les médecins, je me répète, sont pas aguerris parce que c'est pas dans leur logique pour l'instant, même si certains sont déjà ouverts, et c'est pas non plus dans leur cursus de formation. Mais il y en a qui quand même ont ce sens-là. Et l'idée de faire des groupes comme ça, de gens qui veulent s'investir, qui croient à ce mouvement et de partenariat, ça va être la chose qui va faire évoluer le système. Et ça, il faut que chacun de nous en soit conscient qu'il faut aller vers les professionnels, alors aller détecter un petit peu, chercher, discuter pour que justement on puisse évoluer dans ce sens. Merci Jean-Marc. Est-ce qu'il y a encore peut-être une question, une réflexion, une remarque pour Stéphanie? Ouais, effectivement, je voulais rebondir sur ce que Jean-Marc il disait, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup de discussions informelles au moment d'un café ou après un staff ou après une réunion ou après une intervention ou après un atelier. Donc, c'est toujours des retours intéressants et c'est là où finalement les échanges sont aussi fructueux que pendant. D'accord. Les moments sont à prendre. Moi, j'avais une question justement, peut-être un peu par rapport à ces échanges. Enfin, j'ai deux questions. Je me limiterai à ça, comme ça après on synthétise et on clôture. La première question que j'avais, c'est aujourd'hui, tu es à peu près la seule patiente conseil dans l'établissement. Et du coup, est-ce que parfois tu te sens pas un peu seule en fait, aussi face justement aux autres professionnels, aux autres disciplines? Enfin, voilà, là, je transpose complètement et je fais carrément du transfert, mais en me disant, quand on travaille dans une clinique, bah, généralement, on peut se référer à une équipe. On n'est jamais le seul psychologue ou le seul médecin, ou il y a toujours des référents. Et est-ce que du coup, bah, voilà, est-ce que tu ressens ça, ou est-ce que, enfin, comment tu gères peut-être le fait d'être pour le moment la seule en fait? Ouais. Au début, effectivement, j'étais quand même assez réservée, je me posais aussi beaucoup de questions parce que j'étais pas vraiment tournée dans ce mouvement, comme a dit Jean-Marc. Et c'est surtout en fait la responsable qualité qui est Teresa Valderas et vraiment qui m'a ouvert, qui m'a dit va voir, il y a ça qui existe, il y a ça vraiment. Elle m'a envoyé vers Alexandre Berkès et tout. Enfin, je veux dire. À Montréal, l'école de Montréal, après à Sherbrooke, après, enfin voilà, elle m'a fait découvrir beaucoup de choses. Et là où je me suis dit, en lisant toute cette littératie, je me suis dit, ah oui, mais effectivement,
Je me suis fait ma petite lecture, finalement, ma petite bibliographie, et j'ai regardé tout ce qui existait. Je me disais, ah mais oui, mais moi aussi, effectivement, je peux peut-être faire une petite action ou un petit quelque chose. Et vraiment, Teresa, elle a été vraiment un support. Et effectivement, quand je me sentais seule, je pouvais aller la voir à tout moment, vraiment. Et j'ai une autre de mes collègues qui est Sophie Raquel, qui est vraiment aussi, qui est toujours ouverte, qui est toujours prête à m'aider, à m'investir et tout. Et elle était vraiment aussi là. Vraiment, ces deux collègues qui ont pu m'aider, ou en me disant bah, va voir ça, essaye de connaître un peu plus fais un peu plus comme ça, ou qui ont été voilà vraiment. Et puis il y a aussi les représentants des usagers, je les connaissais bien. Donc quand j'avais un doute, c'est vrai que le président de la CDU m'a aussi un petit peu éclairé. Enfin, on a eu des discussions. Puis après, j'ai aussi un réseau de patients partenaires sur la région lyonnaise avec Delphine Blanchard, Aziza Berkane, où on se retrouvait régulièrement aux mêmes interventions. Et puis après, voilà, petit à petit, le réseau, il s'est agrandi. Et même maintenant, de temps en temps, on se revoit dans des congrès, des colloques, des interventions diverses et tout. Avec Claire, par exemple, c'était complètement voilà, inattendu. Et puis, du coup, elle m'a expliqué un peu ce qu'elle faisait. Et du coup, je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai, cette petite action, pourquoi on ne pourrait pas la faire au sein de Caligal? Donc, je l'ai appelée, on a échangé, voilà. Et du coup, petit à petit, le réseau s'est ouvert. Il faut avoir aussi une ouverture d'esprit, bien sûr. On peut présenter ça aux équipes ou pas. Enfin, voilà, c'est petit à petit. Mais c'est vraiment des allers-retours entre justement le terrain et aussi le soutien de manière à justement mettre en place, parce que ta fiche de poste, tu l'as dit, hein, c'est plein de petites missions. Moi, j'ai essayé de tout noter, j'y suis pas arrivée. Mais on sent vraiment que c'est quelque chose qui s'est vraiment construit au fur et à mesure, qui a été réfléchi, qui est parti aussi des demandes peut-être de direction, mais aussi du terrain, et qui s'est nourri de l'extérieur. Et c'est vrai que souvent, moi, j'entends que quand il y a des patients partenaires qui travaillent dans des institutions, ils sont seuls en fait. Et on sait que être isolé dans des institutions qui sont liées au domaine de la santé, c'est quelque chose qui peut être très difficile à gérer. J'entendais tout à l'heure, je crois que c'est Laurie qui parlait en auto-entrepreneuriat, si je me trompe pas. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose où ça demande un effort supplémentaire d'arriver à garder du lien pour garder aussi une forme de nourriture extérieure, et pas de se laisser non plus complètement alimenté juste par le terrain, le terrain de pratique, enfin l'institution, quoi. Ouais. Après, je pense que vivre avec une maladie chronique de fil en France, en fait, on s'est toujours battu pour aller à l'école, battu pour avoir un travail, battu pour avoir une petite famille, avoir un enfant, acheter une maison, obtenir un prêt. Enfin, c'est toujours quelque chose qui est... Enfin, moi, je suis malade depuis que je suis toute petite, donc ça a toujours été peut-être quelque chose en moi et que je fais naturellement. Et trouver un compromis aussi. Tu vois, c'est peut-être ma personnalité finalement. Mais au moins de ne pas rester seul. Il y a eu aussi le fait de ne pas s'isoler face à tout ça. Non, pas s'isoler. C'est ça en fait. On a toujours c'est le lien social, même en dehors du travail. C'est toujours moi qui l'ai provoqué pour ne pas rester seule, parce que voilà, ma maladie, elle a évolué. Et ben, mes amis se sont peut-être un peu éloignés, mais du coup, c'est moi qui les ai raccrochés au wagon et tout. Enfin, voilà. Et je pense qu'au travail, c'est pareil. On va avec les équipes, on leur explique, on parle. Enfin, voilà. C'est surtout, ouais. Ça s'est fait un petit peu comme ça, mais je pense que c'est un peu ma personnalité aussi. En tout cas, je trouve ça incroyable, et vraiment merci pour ton retour d'expérience. Du coup, est-ce que Fabienne, on a le temps pour une dernière question de Sylvie qui lève la main depuis à peu près 3-4 minutes? Émilie qui avait déjà posé la question dans le chat, donc oui, bien sûr, une dernière question pour Sylvie. Ça marche. Donc une dernière question pour Sylvie, et ensuite on passera à la phase de clôture de cette 8e édition du PEPS. Oui, bonjour, je voudrais poser une question à Judith, si elle est encore là, concernant la création de sa plateforme collaborative et co-constructive avec les patients partenaires, les aidants et les professionnels, afin de répondre aux besoins et aux questions. Je voudrais avoir le lien de la plateforme, s'il vous plaît.
Est-ce que C'est Judith une est question encore pour là? Judith ou Julie? Julie, je pense, hein, tu veux dire. Oui, c'est Judith. Oui, c'est Judith. Ah oui, alors Julie, elle est plus là. Mais par contre, moi, je n'avais pas compris qu'il y avait une plateforme. J'avais compris qu'il y avait un projet qui était en cours. Alors, je ne sais pas si Laurie Oui, c'est peut ça. donner En des fait, infos. c'est exactement ça. Du coup, elle avait réuni un certain nombre de patients partenaires qu'elle avait dans son réseau. Nous sommes réunis cet été. On a travaillé sur la relecture d'un livre blanc et là, on doit se réunir de nouveau en janvier pour continuer à travailler sur ces sujets-ci. Donc, il n'y a pas de plateforme. Non, ouais. Et pour moi, c'est après, du coup, suite à tout cela, qu'elle souhaite mettre en place cette plateforme. Et après, ce n'était pas la plateforme, du coup, dont tu as mis le lien au-dessus, sur justement le groupe de travail sur les patients et la recherche. On parle pas de... Moi, j'ai mis le lien AFCROS dont avait parlé Jean-Marc. Oui. Mais ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose, oui. Ok, on pourra peut-être voir avec Julie après coup si elle avait... Ça nous a échappé. On regardera tous le replay d'aujourd'hui. On peut couper des choses. Par contre, on a une collègue qui est en train de préparer une plateforme justement pour faire le lien entre les patients partenaires RU, professionnels de santé. Hein, d'ailleurs, on a parlé avec Fabienne et puis Muriel lors de notre dernière réunion du groupe de travail d'usagers partenaires de France Asso. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se faire, c'est sûr. Voilà, il y a plein d'espaces d'échange et puis la construction d'un outil peut-être pour mutualiser tout ce qui existe un peu partout. On arrive bientôt à la fin. Donc, déjà, merci beaucoup, Carole, d'avoir super bien pris le rôle d'animation principale. Un grand merci à Claire pour son efficacité comme toujours. Est-ce que Stéphanie, tu souhaites donner un mot de conclusion après les différents échanges? Tu as été beaucoup sollicitée, tu as beaucoup partagé. Merci pour cette expérience incroyable. Le micro est coupé. Oui, alors merci déjà de m'avoir invité pour faire cette présentation. Je ne savais pas trop en fait comment j'allais faire cette présentation, si je devais vous présenter une mission détaillée. Finalement, je vous ai donné plein de petites missions qui m'étaient attribuées. Donc apparemment, tout le monde a pu un petit peu se retrouver dans tout ça. Donc finalement, c'était bien. Et puis, moi, j'aime bien Savoir Patient. Fabienne, on s'est rencontrés il y a quelques années à Nice. Je ne sais pas si tu te souviens. Et ton PEPS, en fait, m'a dit, tiens, finalement, je vais m'intéresser à Savoir Patient. Donc, je vous suis et j'avais déjà regardé une fois vos petites vidéos et ça m'a motivée encore plus à vouloir participer quand Claire me l'a proposé. Donc, je trouve ça super. Continuez. J'espère que j'ai donné un petit peu de motivation pour celles et ceux qui cherchent des idées, qui se cherchent pour continuer et ne lâchez rien. On a sûrement des choses à partager et on a des choses pour faire avancer et améliorer les parcours de soins. Et de santé, pas que de soins. Et de santé, et de vie, et d'inclusion des personnes qui vivent avec une maladie chronique ou un handicap, en collaboration avec les professionnels de santé, ce qui peut permettre aussi de redonner un peu de sens aux professionnels de santé qui sont dans des situations aussi difficiles. Donc, merci pour ton partage d'engagement dans le partenariat et ces différentes missions. Merci à Julie qui est partie aussi. Merci à vous tous d'être venus. Aujourd'hui, il y avait près de 100 inscrits et comme d'habitude, aujourd'hui, on était 24 et c'était chouette. On a un petit noyau de personnes qui viennent souvent. C'est toujours chouette de vous retrouver. Donc, vous avez le lien pour faire un retour sur cette édition, ce 8e rendez-vous PEPS. Si je peux me permettre, justement, je viens de cliquer dessus et on voit pas, c'est Laurie qui parle et on ne voit pas du coup PEPS
d'aujourd'hui. Le dernier, c'est du 7 novembre, de novembre 2021. Ah, autant pour moi. Alors voilà, après la réunion, je fais ça de suite, c'est un oubli. Et vous avez aussi le lien pour vous inscrire au prochain rendez-vous PEPS. Donc avec Claire, on a planifié. Alors sauf erreur, ça sera tous les deuxièmes vendredis du mois à 13h. Avec une fois sur deux le sujet de l'engagement dans le partenariat avec vision patient ou soignant ou proche aidant, et une fois sur deux un sujet thématique. Voilà, donc en cliquant sur le lien, vous verrez tous les sujets, à moins que Claire, tu les aies sous les yeux. Non, bon, ben, vous verrez, il y en a plein et c'est très intéressant. On vous tient informé par mail, comme d'habitude, vous aurez tout ça sans faute et vous nous suivez bien sûr sur LinkedIn, on communique. Voilà, donc merci encore. Donc prochain rendez-vous le 14 janvier sur un format un peu différent autour des mots et de la littérature pour changer. On vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Donc merci encore aux intervenants, aux gardes en replay, parce qu'il y en a aussi de façon asynchrone. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.